Bonjour les cinquièmes. Alors, nouvelle vidéo concernant cette séquence d'enseignement moral et civique concernant les principes, les valeurs et les symboles de la République française. On avait déjà un peu élagué le sujet avec la première séance concernant les valeurs. Désormais, on va voir un petit peu les principes de la République française. Alors, on y va. Donc, une vidéo toujours en deux parties. Je vous donne la correction des exercices, une petite explication en plus. Là, il n'y avait pas grand-chose vu que vous aviez une vidéo à regarder qui a été assez clair, et puis ensuite le travail à faire pour la prochaine fois qui sera donné en fin de vidéo. Alors, vous aviez donc à noter le titre de la séance 2, donc quels sont les principes de notre République. Alors, il y a énormément de principes, et moi je vous demandais d'en voir déjà deux. Premier principe, déjà, pourquoi la République est considérée comme indivisible. Et là, je vous demandais de faire un petit exercice de comparaison entre deux Français qui vivraient dans des situations différentes. Alors, j'avais donné deux exemples. Imaginons un Français, donc un Franc-Comtois, un habitant de Franche-Comté avec un Normand, donc de Normandie. J'avais également donné un autre exemple, si par exemple on pouvait comparer un habitant d'une grande ville comme un Parisien avec un habitant de notre espace local comme un habitant de la ville de Lyon. J'aurais pu également mettre un habitant d'un village aux alentours, ce qui aurait vraiment montré les extrêmes. On aurait pu voir encore deux autres différences, par exemple un Français qui vit sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire en France continentale, ou alors un Français qui vit dans les régions d'outre-mer. Donc est-ce qu'il y a quand même des points communs? Alors il faut savoir que notre République est considérée comme indivisible, c'est-à-dire qu'elle a à un moment donné des points communs, qu'il y a des points communs entre tous les Français, quelle que soit leur situation géographique. Ça, c'est très important. Alors, je vais vous montrer, moi, la réponse que j'ai donnée. Bien sûr, vous avez certainement donné d'autres réponses, c'est obligatoire, puisque c'était un exercice libre. N'effacez pas ce que vous avez noté. On regardera ensemble quand on se reverra. Et puis, si jamais, dans tous les cas, il y a peu de chances quand même que vous soyez bien trompé, vu que vous y trouvez des points communs. Normalement, on devrait avoir des réponses à peu près correctes. Alors, voici le tableau concernant la comparaison entre les Francs-Comtois et un Normand. Alors, vous remarquez que déjà, j'ai commencé par la langue. C'est vrai que le français est la langue officielle dans notre territoire, et quelle que soit notre région, malgré les particularismes régionaux, avec des langues parfois qui peuvent être des langues régionales, comme le breton, ou comme le corse, ou comme le basque, eh bien, la langue française est considérée comme la langue officielle, et ça depuis des centaines d'années. Et donc, aujourd'hui, eh bien, c'est toujours quelque chose qui reste. Vous êtes français, donc vous avez forcément en langue officielle le français qui va se manifester dans les documents publics, les documents officiels et dans finalement la vie quotidienne quand c'est de l'espace public. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Français qui ont d'autres langues, on va dire des langues maternelles, des langues bien entendu qui peuvent être différentes, mais en attendant, quand on est dans l'espace public, eh bien, on va avoir cette langue qui va être utilisée dans les échanges. Alors, la langue, le droit de vote, les élections sont similaires, c'est-à-dire que vous avez, dès le moment où vous êtes citoyen français, un citoyen français, eh bien vous allez pouvoir voter à certaines élections en étant bien entendu inscrit sur la liste électorale de votre commune, mais vous pouvez voter pour toutes les élections, on va dire directes, qu'elles soient finalement qu'on soit en Franche-Comté ou en Normandie, on va avoir accès aux mêmes élections. Alors, on ne va pas forcément choisir les mêmes candidats, puisque si vous êtes sur un scrutin national, c'est sûr que pour le président de la République, vous allez forcément voter pour un candidat qui sera qui se présente dans l'ensemble du territoire français. Mais si vous êtes sur des élections locales, que ce soit une élection municipale, départementale ou par exemple une élection législative, eh bien là forcément vous allez vous retrouver avec des candidats en fonction de votre territoire. Mais dans tous les cas, vous allez avoir un calendrier avec des élections prévues, et ça, quelle que soit votre région, vous aurez des élections similaires. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir plus d'élus ou plus d'occasions de voter si vous êtes dans un territoire par rapport à un autre. On est bien dans un système à peu près équivalent. Alors, au niveau de la loi et de la justice, forcément, c'est aussi quelque chose qui est commun, c'est-à-dire qu'on a des lois qui sont des lois qui vont s'appliquer à tous les Français, à tout le territoire national, que vous soyez en Bretagne, que vous soyez en Normandie ou que vous soyez en Franche-Comté. Si vous avez un code civil ou un code pénal qui sanctionne telle ou telle finalement infraction ou telle situation, eh bien normalement ça doit être la même chose dans tous les territoires. C'est donc une loi qui est donc la même pour tous. Ça, c'est très important. Alors la justice forcément va aussi être le plus juste possible, et on ne doit pas avoir de justice différente en fonction du territoire où on se retrouve. On doit retrouver normalement une équité quel que soit notre lieu de vie. Au niveau des droits sociaux, forcément, pareil, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, équivalent quelle que soit notre région. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez une situation qui vous permet d'avoir accès à un droit, eh bien vous aurez le même accès
à ce droit que vous soyez donc dans un territoire donc de Normandie ou de Franche-Comté. Ça, c'est aussi quelque chose qui doit être donc équitable et qui doit donc s'appliquer à tous les Français. Au niveau des services publics, alors moi j'ai mis point d'interrogation. Normalement, nous sommes tous censés avoir accès à un même service public, si possible de qualité forcément, mais bien entendu, il peut y avoir des différences en fonction de la situation de démographie d'un territoire. Si vous avez beaucoup de population, peut-être que vos services publics vont être un peu mieux, on va dire structurés, peut-être que vous en aurez plus, peut-être que vous en aurez aussi de meilleure qualité, ça arrive également. Donc aujourd'hui, on est censé avoir un service public qui est équivalent quel que soit le territoire français, mais dans la réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quand même des fractures un peu sociales, des fractures géographiques avec des territoires qui sont un peu plus lésés par rapport à d'autres territoires qui sont plus privilégiés, c'est-à-dire qui ont des services publics un peu plus nombreux et de meilleure qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut poser problème dans certains territoires reculés, surtout les territoires ruraux, comme par exemple le nôtre. On ne peut pas dire qu'on est dans une situation de distribution de services publics la plus importante par rapport à des zones urbaines comme par exemple Paris, Lyon ou des grandes villes, quelles qu'elles soient, sur notre territoire. Donc voilà, alors j'ai mis exactement les mêmes informations pour qu'on soit luron ou parisien, puisque finalement ce que je viens de vous dire, c'est valable quelle que soit notre situation. Donc si vous avez mis plusieurs tableaux, normalement vous devrez retrouver les mêmes choses. S'il y a des différences, on regardera ça ensemble dès qu'on aura l'occasion de le faire. Alors, ensuite, vous aviez une vidéo donc, pour expliquer, donc, dans la partie 2 cette fois-ci, non seulement la République est indivisible, mais elle est également laïque. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans notre pays. La laïcité fait partie de notre identité. C'est quelque chose qui est marqué, qui est revendiqué et qui est assez affiché dans notre pays. Et on va essayer d'expliquer en quelques mots un petit peu ce qu'est la laïcité. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail quand on sera en 4e dans une autre séquence de MC. Vous aurez l'occasion de le voir. Mais en attendant, vous aviez une petite vidéo pour expliquer c'est quoi la laïcité. Alors, quand est votée la loi sur la laïcité en France? Alors, si vous avez bien regardé la vidéo qui est assez courte, normalement vous avez mis qu'elle était votée en 1905, c'est tout simplement la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est renommée depuis quelque temps, donc loi de séparation des Églises et de l'État aujourd'hui, parce qu'on considère qu'elle concerne toutes les religions, c'est pour ça qu'on met des Églises. Mais en 1905, en fait, cette loi, elle s'adresse surtout à l'Église catholique chrétienne, chrétienne catholique. C'est pour ça qu'on mettait loi de séparation de l'Église au singulier et de l'État, puisqu'on voulait vraiment séparer une religion de l'État français. Alors, la question suivante, c'était du coup, que se passe-t-il avec l'apparition de cette loi en France? Alors, tout simplement, il y a une séparation désormais assez nette et précise entre l'Église, qui est donc une religion, la religion, comme je vous l'ai dit, chrétienne catholique, et l'État français, qui va donc se désolidariser complètement de son rôle d'administrateur ou de gestionnaire de la religion officielle de l'époque, qui pouvait être donc la religion chrétienne catholique. Il faut savoir que notre pays, depuis des centaines d'années, était donc un pays à majorité chrétienne, et la religion officielle sous la monarchie française, c'était la religion catholique. Quand la Révolution française est arrivée, on a commencé à remettre en cause un peu cette religion. Mais une grande partie de la population restait quand même attachée à cette religion chrétienne, catholique, et forcément, l'État avait un peu continué à garder un rôle important sur tout simplement le salaire, par exemple, des prêtres, ou tout simplement aussi la gestion des lieux de culte. Donc tout ça était quand même resté au sein de l'État, et donc on payait avec nos impôts une partie du financement de la religion chrétienne catholique. Et à la fin du XIXe siècle, on a commencé à considérer que c'était quand même quelque chose d'injuste, puisque depuis la Révolution française, il y a la liberté de culte en France, mais on a donc une religion qui était favorisée, puisqu'elle avait accès à des deniers publics, c'est-à-dire c'était tout simplement de l'argent public qui permettait de la financer, alors que pour les autres religions, ou pour les gens qui n'ont aucune religion, il n'y avait donc pas forcément de fonds alloués à d'autres religions, et les personnes qui ne voulaient pas finalement avoir elles-mêmes de religion trouvaient un peu paradoxal de devoir payer avec leurs impôts des religieux ou des lieux de culte. Donc c'est pour ça qu'en 1905, on a décidé la séparation nette de l'Église et de l'État, c'est-à-dire de dire maintenant, l'Église c'est une affaire de religion, donc c'est une affaire privée. On va donc éviter de laisser l'État s'occuper de ça, l'État doit s'occuper de tout ce qui est collectif et public. Alors, question numéro 3, quelle liberté est accordée aux individus avec cette loi? Donc, y a-t-il une limite à cette liberté? Alors, tout simplement, on voit bien avec la vidéo, ce que je viens de vous expliquer va dans ce sens-là,
À partir du moment où on a réaffirmé avec cette loi la laïcité de la République, eh bien, on octroie la liberté de croire ou de ne pas croire à la religion que l'on souhaite, sans favoriser une religion et sans en défavoriser les autres. Donc, on a une augmentation eh bien, de notre liberté sur ce sujet grâce à cette loi de séparation de l'Église et de l'État. À côté de ça, il y a quand même une limite, c'est-à-dire qu'on peut exprimer sa foi religieuse, mais ou si on n'en a pas, ne pas en exprimer, bien entendu, mais si on en a une d'opinion religieuse, on peut l'exprimer dans la limite eh bien, du respect des autres et de la loi. Alors, pourquoi des autres et de la loi? Déjà, premièrement, ça veut dire qu'on ne doit pas eh bien, contraindre ou finalement essayer eh bien, d'écraser les autres avec sa propre opinion religieuse. Il y a quand même dans certains textes religieux ou dans certaines finalement philosophies religieuses eh bien, la volonté eh bien, d'imposer la religion que l'on a aux autres. Et bien forcément, ça va devenir quelque chose d'interdit, c'est-à-dire que la religion est censée être quelque chose de privé, quelque chose qui va être donc un choix personnel. On ne doit pas imposer ses choix aux autres. On a une liberté eh bien, d'expression, une liberté d'opinion. Ça, c'est quelque chose que nous avions depuis la Révolution française et on vient ici renforcer ça avec cette loi. Alors, le respect de la loi, je vais expliquer rapidement ce que ça veut dire. On a le droit d'avoir une religion, mais on n'a pas le droit que de croire ou du moins de divulguer eh bien, des informations religieuses qui vont aller à l'encontre des grands principes de notre République. C'est-à-dire que si par exemple le message religieux qu'on est en train de porter est contraire au principe de la démocratie, au principe de la liberté d'expression, au principe de l'égalité des droits ou l'égalité tout simplement entre les citoyens, eh bien cette religion-là va être interdite, parce qu'on va considérer que ça doit être une religion et donc un choix personnel, une opinion personnelle. Là, vous avez une valeur, vous avez une opinion qui va aller à l'encontre eh bien, de principes fondamentaux qui ont fondé notre République. Donc il faut absolument respecter cette loi, c'est-à-dire de dire non, notre religion ne doit pas finalement aller à l'encontre du principe de la République, on ne doit pas être anti-républicain et anti-démocratique. Ça, c'est très important. Alors, il nous restait quelques questions. Alors, en quoi cette loi renforce-t-elle le vivre ensemble? Eh bien, dès le moment où elle pose des barrières, eh bien, cette loi pour empêcher eh bien, finalement d'imposer ses choix aux autres, cela permet tout simplement un meilleur respect de chacun, puisque tout le monde peut donc avoir la religion qu'il souhaite, à condition, bien entendu, de respecter ses règles de vie en communauté. Alors, voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Le travail à faire pour la prochaine fois. Donc, vous avez à terminer la correction dans le cahier de MC. On se rappelle, on est en cahier de MC. Si vous n'en avez pas, parce que vous l'avez oublié au collège, dans ce cas-là, écrivez bien sur des feuilles recto et vous pourrez les coller quand vous récupérerez votre cahier d'enseignement moral et civique. À côté de ça, vous avez maintenant à faire les diapositives 6 et 7 donc, de notre PowerPoint. Donc, c'est les diapositives suivantes qui vont continuer sur d'autres principes de notre République. Je vous donnerai la correction, moi, dans la prochaine vidéo qui sera publiée lundi 18 mai. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis bonne fin de semaine.